Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les maires adjoints, Monsieur l'ancien Premier ministre Manuel Valls, Monsieur l'ancien ministre d'État Jean-Pierre Chevènement, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, sénateurs, députés, anciens parlementaires, Messieurs les ambassadeurs ou leurs représentants d'Argentine, d'Uruguay et du Chili ici présents, Mesdames et Messieurs les présidents et représentations d'associations laïques, militants, citoyennes, citoyens, chers amis, bienvenue à cette 12e cérémonie de remise des prix de la laïcité. Vous êtes près de 1200, voire un peu plus, à vous être inscrits pour cette manifestation. C'est bien plus que ce que cette superbe salle ne peut contenir. Il n'a donc pas été possible de satisfaire toutes les demandes. Par votre présence aussi massive, vous témoignez mieux que de longs discours de la vitalité, mais aussi des attentes de la famille laïque. Vous êtes si nombreux qu'il n'est pas possible de citer toutes les personnalités, toutes les associations ici représentées. Leurs noms défileront donc, comme l'an dernier, sur l'écran. Cet exercice est toujours périlleux, que nous pardonnent ceux qui auront échappé à notre vigilance. Mes premiers mots s'adressent à vous, Anne Hidalgo, pour vous remercier d'avoir présidé l'ouverture de cette cérémonie organisée par le Comité Laïcité République. Une importante réunion internationale devait vous retenir en Allemagne. Vous avez fait en sorte d'être aujourd'hui avec nous et de présider cette cérémonie. Une fois encore, vous accueillez le Comité Laïcité République. J'y suis très sensible car c'est un nouveau témoignage de votre amitié, mais de votre soutien, ainsi que vous venez de le dire, à la laïcité. En nous recevant dans ce haut lieu chargé d'histoire, vous conférez à cette manifestation une dimension toute particulière, soulignant que Paris, capitale d'une république laïque, se doit d'être le phare international de la liberté de conscience. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, votre présence à cette cérémonie participe d'un rituel républicain, puisque vous êtes fidèlement des nôtres depuis des années. Tous nos amis ici présents, quels que soient leurs engagements, savent que vous avez été et que vous demeurez une des rares voix politiques à oser défendre la laïcité à voix haute et claire. Vous avez témoigné de votre solidarité lorsqu'il s'est agi de défendre Natalia Baleato, la directrice de la crèche Babylou, de soutenir Samuel Mayol, le directeur de l'IUT de Saint-Denis, de dénoncer la montée et la banalisation d'un nouvel et intolérable antisémitisme. Nous avons en mémoire le vibrant et émouvant discours que vous avez prononcé devant les députés, pour un instant unanime, le 13 janvier 2015, au lendemain des attentats barbares, propos qui résonnent encore puissamment au moment même où nos amis de Charlie sont à nouveau victimes d'une salve de haine et de menaces. Jean-Pierre Chevènement, grand serviteur de l'État, de nombreuses fois ministre, à l'Intérieur, à la Défense, à l'Éducation nationale, ministre d'État à la Recherche et à l'Industrie, vous êtes un inlassable combattant de la République laïque et sociale, un inlassable combattant de la citoyenneté. Et je veux saluer avec amitié votre présence. Merci d'être avec nous, j'y suis particulièrement sensible. En votre nom à tous, je souhaite également saluer tout particulièrement, comme l'an dernier, les parents de Charb, le directeur de Charlie Hebdo, notre ami Charb, qui présida le jury du prix de la laïcité en 2012. Charb, qui de cette tribune nous avait mis en garde, déclarant « J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent ». Gérard Biard et Marika Brett, qui représentent Charlie, s'exprimeront dans un instant. Mais au moment où Charlie est à nouveau l'objet d'une tempête d'insultes et de menaces, il est essentiel d'affirmer haut et fort « Oui, nous sommes toujours Charlie ».
C'est pourquoi le 6 janvier prochain, le comité Laïcité République, le Printemps républicain dont je salue les représentants et la LICRA, avec le soutien de Charlie, nous vous invitons à une journée de mobilisation intitulée « Nous sommes toujours Charlie, de la mémoire au combat ». Et à l'issue de notre réunion, nous vous donnerons des informations sur cette journée qui se tiendra aux Folies Bergères et que nous voulons à la fois de témoignages et aussi de vie, car se battre pour Charlie, c'est aussi se battre pour la vie. Je souhaite également saluer les parents et les collègues de Franck Brinsolaro, le policier qui protégeait Charb, décédé dans les locaux de Charlie. Philippe, ici présent, son frère jumeau, commandant de police à Marseille. Son fils Kevin, ici présent, élève gardien de la paix à l'école de police de Saint-Malo. Saluer également les proches et les collègues de Ahmed Merabé, qui fut assassiné alors qu'il était au sol. Saluer la maman de Clarissa Jean-Philippe, également présente, abattue de 2 balles dans le dos le 8 janvier 2015. Nous dédions cette cérémonie à la mémoire, à leur mémoire, ainsi qu'à celle de toutes les victimes des attentats barbares de Saint-Denis et du Bataclan, voilà 2 ans et 1 jour. Je salue également les 70 officiers de sécurité qui ont souhaité se joindre à nous ce soir et qui, au péril de leur vie, assurent la sécurité des journalistes, dessinateurs, philosophes, militants laïcs, citoyens, à tous ceux qui sont menacés de mort pour leurs paroles, leurs écrits, leurs caricatures. Dans un petit moment, ces femmes et ces hommes seront honorés par le jury. C'est une décision exceptionnelle que d'associer des femmes et des hommes aussi différents que des policiers et des caricaturistes de Charlie, mais qui sont unis par le même dévouement aux valeurs de la République. D'ores et déjà, je souhaite, vous, officiers de sécurité, vous rendre l'hommage qui vous est dû par la République, car sans vous, la démocratie céderait bien vite sous les menaces et les crimes des barbares. Je vous demande de les applaudir. Je souhaite enfin évoquer la mémoire de 2 grands amis de la laïcité qui nous ont quittés cette année. Antoine Blanca, ancien ambassadeur de France en Amérique latine, conseiller de François Mitterrand, ami de Salvador Allende, et les latino-américains ici présents, et notamment, mesdames, messieurs les ambassadeurs, je comprends que vous serez sensibles à cette évocation quand on se souvient que les pays latino-américains, si loin par la géographie, sont si près de nous, tant leurs fondateurs, Bolivar, Sucre, Juárez, O'Higgins, San Martín, furent tous des enfants des Lumières et de la Révolution française. Hommage donc à Antoine Blanca, hommage également à Pierre Berger, fondateur du comité Laïcité République, que vous avez souvent entendu à cette tribune défendre la laïcité. Je veux enfin saluer les anciens lauréats du prix de la laïcité, ils sont nombreux, et leur engagement montre que nous ne sommes pas toujours sur la défensive. Je salue notamment Nadia Alfani qui me disait cet après-midi qu'elle vient de gagner ses procès et que son film est enfin diffusé en Tunisie, ce qui montre que les évolutions sont possibles. Il y a 1 an, ici même, nous évoquions la déchirure sociale, mais aussi culturelle du pays. Nous disions notre inquiétude face à la montée des revendications communautaristes qui menacent la paix civile. Nous appelions les forces républicaines des 2 rives à retrouver le discours de la citoyenneté et de la laïcité,
à lever la confusion qui s'est imposée dans les têtes et à rappeler les principes fondateurs de la République, la liberté de conscience, l'égalité des droits et des devoirs entre tous, quelle que soit l'origine, la couleur de la peau, le sexe, les appartenances religieuses et philosophiques, nous disions, ces principes ne se négocient pas. Nous avions souhaité que les élections de 2007 soient l'occasion d'un ressourcement à ces principes. Le Comité Laïcité République, comme la plupart des associations laïques, a appelé à faire barrage à la candidate d'une extrême droite qui, tout au long de son histoire, a défendu une identité française blanche, catholique, apostolique et romaine, bien peu laïque. De cela, nous pouvons nous féliciter, même s'il convient de demeurer vigilant pour l'avenir sur l'extrême droite qui demeure puissante pour rassembler des mécontentements. Mais la laïcité a été peu évoquée, souvent instrumentalisée. Sur la rive droite, certaines voix se sont élevées pour stigmatiser l'ensemble des musulmans et capitaliser les voix de la peur. Les mêmes qui se posent en laïcs avaient manifesté contre le mariage pour tous et plaident aujourd'hui en faveur des crèches dans les mairies, comme si la laïcité devait s'appliquer exclusivement à nos concitoyens musulmans. Cela, d'ailleurs, au vu de déclarations de ces derniers jours, semble bien ne pas avoir abandonné l'idée de revenir à une France fille aînée de l'Église. De la rive gauche, on espérait un sursaut républicain et laïque dans l'affiliation de Jaurès et de Clémenceau. Pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, on eut la course au vote communautaire, les accommodements dits raisonnables et les renoncements coupables. On aurait aimé entendre dans la bouche des candidats que la laïcité, la liberté de conscience, l'égalité entre tous les citoyens, et d'abord entre hommes et femmes, ne serait d'être relativisée, contournée, contestée. On aurait aimé qu'un véritable débat mette en lumière le fait que le multiculturalisme ne conduit pas au métissage, ni même à la rencontre des cultures, mais à l'ethnicisation et à l'enfermement dans des ghettos. Nous aurions aimé entendre que seul l'universalisme porté par la laïcité ouvre la voie à la fraternisation au-delà des origines et des appartenances diverses. Au lieu de cela, des voix d'intellectuels, de sociologues, de journalistes parfois, et même plus récemment de quelques élus aux origines pourtant progressistes, ont cultivé le déni des réalités, ont nié les problèmes posés par les revendications communautaristes dans des crèches, dans des IUT, des écoles, des hôpitaux, des prisons, dans des entreprises, dans des quartiers, ont détourné le combat antiraciste, ont falsifié le combat féministe, ont masqué la montée d'un intolérable antisémitisme porté par l'islamisme politique. Ces voix ne nous feront pas croire que ces obscurantistes seraient les nouveaux damnés de la terre, les héritiers d'un prolétariat perdu. La question sociale ainsi caricaturée ne sert qu'à affaiblir la laïcité, à justifier des régressions de mœurs dont les femmes sont toujours les premières victimes, à légitimer des alliances politiques contre nature avec des forces obscurantistes. La République est laïque et sociale, pas l'un sans l'autre. Résultat, c'est la laïcité qui s'est trouvée accusée d'être colonialiste, d'être raciste, d'être islamophobe. On a même pu lire dans un journal sérieux que c'est le fondamentalisme laïque qui menacerait la France. Cet aveuglement évoque, en tout cas pour moi, celui de ces intellectuels qui, dans les années 30, de retour de Moscou, n'avaient rien vu de l'enfer stalinien, ou bien, un peu plus tard, de retour de Berlin, n'avaient pas perçu la réalité du nazisme. Régis Debray avait raison, voilà 30 ans, de nous mettre en garde. Le droit à la différence, disait-il, débouchera inéluctablement sur la différence des droits.
Nous y sommes. Et c'est bien pourquoi nous avons plus que jamais besoin de laïcité. Les élections de 2017 n'ont pas permis de lever la confusion qui s'est installée dans les têtes, disais-je il y a un instant. Le débat, en fait, n'a pas eu lieu. Mais il divise désormais profondément et la droite et la gauche, et même les associations laïques. Les questions demeurent, et il est toujours aussi faux de prétendre qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France, comme le dit parfois un grand observatoire national peut-être connu de vous. Le collectif national laïque, qui regroupe plus de 30 associations, publiera ces prochains jours son rapport annuel qui fera la démonstration objective des nombreux problèmes qui se posent en France en matière de laïcité. 6 mois après les élections, les perspectives se révèlent indécises et les déclarations soufflent alternativement le chaud et le froid. Le chaud lorsque le ministre de l'Éducation nationale adresse des signaux qui semblent aller dans le bon sens concernant l'école, car la priorité des priorités, c'est de réinstituer l'école de la République. De la coupe aux lèvres, nous verrons. Mais il souffle aussi le froid lorsque d'autres voix autorisées paraissent vouloir transformer la laïcité en un dialogue interreligieux. Tant mieux si ce dialogue permet de rapprocher des communautés de croyants plutôt que de nourrir de nouvelles guerres de religion. Mais ce dialogue interreligieux n'a rien à voir avec la laïcité. Et il serait inquiétant si l'engagement de l'État à ses côtés devait servir de cheval de Troie à une sorte de concordat qui ne dirait pas son nom, qui aboutirait à contourner la loi de séparation de 1905 et à replacer les religions dans le débat politique. Car s'il est légitime que les religions comme les familles philosophiques s'expriment dans les grands débats de société, c'est aux élus du peuple et à eux seuls de faire la loi. Aussi, oui, vous pouvez l'applaudir, je crois. Aussi, la mise en place toute récente, en tout cas annoncée récemment, d'une instance interconfessionnelle, même informelle, auprès du ministre de l'Intérieur ne peut manquer de nous préoccuper. L'État doit demeurer extérieur aux considérations théologiques et les clergés extérieurs aux institutions de la République. Selon la formule de Victor Hugo, tout va mieux quand l'État est maître chez lui et l'Église chez elle. La laïcité que nous défendons n'est pas qu'une loi. Elle est aussi une philosophie de l'émancipation, de la liberté de conscience et de l'égalité des droits, et en tout premier lieu des droits entre hommes et femmes. Aussi, pensons-nous que le président Macron pourrait rassembler une majorité de républicains des deux rives afin d'élargir la liberté de conscience à la fin de vie. C'est avec cette volonté de rassemblement que nous soutenons la proposition de loi du député Jean-Louis Touraine. C'est ce qu'attendent 80% de nos concitoyens. C'est ce que le président Mitterrand avait fait pour l'abolition de la peine de mort et que le président Giscard d'Estaing avait réalisé pour l'interruption volontaire de grossesse. Le dépassement des clivages traditionnels trouverait là une concrétisation heureuse. La laïcité, c'est aussi et peut-être avant tout le moyen de la paix sociale, du rassemblement de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, quelle que soit leur singularité. Elle est la voie, osons le mot, de la fraternité citoyenne qui donne tout son sens à la République et qui fait si cruellement défaut dans nos vies quotidiennes. Il faut la protéger, il faut la promouvoir, et quant à nous, nous sommes disposés à travailler avec tous ceux qui partagent cette volonté. C'est pourquoi nous travaillons à ce que cette laïcité soit au centre de la recomposition politique et d'un rassemblement autour d'un projet de République moderne, laïque et sociale. C'est pour cela que nous avons créé ce prix de la laïcité, afin d'honorer celles et ceux qui, parfois au péril de leur vie, se battent pour la liberté, pour l'égalité,
pour la fraternité et donc pour la laïcité. Merci à vous tous d'être là. Maintenant, il est important de passer à la phase de remise des prix. Le jury, qui est un jury indépendant, a beaucoup débattu. Vous allez connaître le fruit de ses résultats et de ses réflexions dans quelques instants. Je veux remercier tous ses membres, féliciter par anticipation tous ses lauréats. Le jury, cette année, est présidé par Alexis Lacroix, directeur de la rédaction de l'Express, un journaliste que vous connaissez, reconnu, doté d'une belle plume, ce qui ne gâte rien, un homme d'éthique, un homme de grande culture et un homme qui n'est pas insensible à la laïcité. Je souhaite le remercier pour tout le temps, pour l'énergie, pour la simplicité, pour la gentillesse dont il a bien voulu faire preuve. Mes amis, la parole est à Alexis Lacroix.